Le système notifia Ryu qu'en atteignant le niveau 10, il pouvait accéder à la boutique. Ensuite, la quête cachée apparut pour le changement de classe avant le début du vote. Si Ryu changeait de classe aujourd'hui, il obtiendrait une réduction de 50% sur les articles de la boutique. Ryu expliqua que tout le monde pouvait choisir la classe qu'il souhaitait après avoir atteint le niveau 10, mais personne ne savait comment choisir une classe. Pour devenir guerrier, il fallait tuer 30 monstres en moins d'une heure. On pouvait devenir berserker après avoir combattu des monstres pendant une heure en saignant constamment, et ainsi de suite. Après avoir continuellement fait du leveling, pendant Dieu sait combien de temps, Ryu avait rassemblé ses connaissances. Ensuite, Ryu tenait l'essence spéciale de l'ange dans sa main. Il commença à l'absorber et une lumière jaune brillant entoura Ryu. Le système le notifia qu'il avait changé sa classe en faucheur et qu'il avait obtenu 3 capacités uniques. Premièrement, lorsqu'il manie une faux, ses points d'attaque augmentent de 2. Deuxièmement, lorsqu'il combat de nuit, ses points de vitesse augmentent de 50%. Enfin, la nuit tous ses sens augmentent considérablement. Mais ce n'était pas suffisant, donc le système donna à Ryu une faux de faucheur pour changer de classe, faisant de lui le premier au monde à le faire. Ensuite, le système notifia Ryu qu'il avait atteint le rang d'apprenti partant du rang de débutant. Ryu expliqua qu'il y avait 6 rangs au total, en commençant par débutant, puis apprenti, ensuite régulier, expert, maître et grand maître. Avec chaque rang venait une compétence unique liée à la classe. En atteignant le rang d'apprenti, Ryu acquit la compétence saut de la mort. En utilisant cette compétence, il pouvait apposer un saut sur une cible et infliger des dégâts doubles, ce qui en fusionnant avec les dégâts x2 de son arme, permettait à la faux du faucheur d'infliger des dégâts x4. Il a acquis également la compétence de pistage, lui permettant de trouver l'emplacement de n'importe qui tant qu'il se souvenait de son visage ou de son surnom. Complètement équipé, la première personne à laquelle Ryu pensa pour utiliser sa nouvelle compétence fut Youngmin. Il utilisa sa compétence pour le localiser, et le système lui notifia que Youngmin se trouvait à 190 mètres avec une flèche indiquant la direction. Ryu commença alors à suivre la flèche avec un sourire amusé, car cela signifiait que Youngmin était aussi dans la forêt. Quelque part dans la forêt, une personne épuisée, Arin, luttait pour rester debout à côté de son garde de corps. Après quelques secondes, elle s'effondra au sol. En essayant de se relever, tout son corps tremble, elle souffre terriblement et dit à son garde du corps qu'elle ne peut plus courir. Le garde du corps, lui aussi blessé et en panique, l'aide à se remettre sur pied. Elle dit que les blessures causées par les flèches la brûlent. Le garde du corps, toujours effrayé, devine que s'ils tiennent juste cette heure sans mourir, leurs corps réels ne seront pas blessés, mais avant qu'Arin ne puisse répondre, ils entendent une voix qui les fige sur place. C'est Youngmin et son groupe. Youngmin, souriant comme s'il avait l'avantage, leur dit qu'ils ne s'échapperont pas aujourd'hui. Le garde du corps, prêt à abandonner, pensant qu'il ne peut pas mourir pour cette foutue femme, prépare son poignard, car il semble qu'il n'y ait plus d'autre choix que de se battre. Youngmin voit le poignard et appelle le garde du corps un vieil homme, lui demandant s'il veut vraiment s'en prendre à eux. Il montre ensuite du doigt ses camarades derrière lui, et demande au garde du corps s'il est aveugle de ne pas les voir tous. Le garde du corps, en colère, veut savoir pourquoi Youngmin fait cela et ce qu'il va en tirer. Youngmin sourit de manière inquiétante et dit qu'il veut obtenir quelque chose de vraiment bon, laissant les deux choqués. Il continue en disant qu'il prendra la femme derrière le garde du corps car il n'est pas intéressé par les hommes. Le garde du corps peut partir, et il ne lui fera rien. Youngmin ne veut que la femme qui ressemble à Arin, la célèbre actrice de leur monde. Les camarades de Youngmin, lorgnant la femme qui ressemble à Arin, se moquent de savoir si elle est la vraie ou non. Dans ce monde où ils peuvent ressentir la douleur, ils pensent qu'ils peuvent aussi ressentir du plaisir, alors ils veulent s'amuser avec Arin. En entendant cela, Arin est frappé de peur. Youngmin essaie alors de conclure un marché avec le garde du corps, disant que s'il leur livre Arin, il pourra partir sans une égratignure et ils rendront Arin indemne après s'être amusé avec elle. De cette façon, tout le monde est content, dit-il. Le garde du corps est bouleversé. S'il avait su qu'il était après Arin dès le départ, il l'aurait abandonné et aurait sauvé sa propre peau. Après tout, il est là pour l'argent, et sa vie vaut plus que n'importe quel travail, mais la peur que le démon céleste soit en colère s'il échoue à protéger Arin lui fait changer d'avis. Il se prépare au combat. Voyant cela, Youngmin prend plaisir à voir le vieil homme se préparer à se battre. Le garde du corps tente de le raisonner, disant que ce qu'il planifie est un crime, mais Youngmin rit simplement en demandant qui allait les punir dans ce jeu. Il rigolait en disant que personne ne savait à quoi ils ressemblaient vraiment ou qui ils étaient dans la vraie vie. Dos au mur, le garde du corps et Arin se préparaient, essayant de trouver leur prochaine action. Puis de nulle part, quelqu'un d'autre apparut, c'était nul autre que le dieu de la mort, le faucheur noir, tranquillement installé sous un arbre, observant toute la scène. Youngmin vit Ryu et un éclair de panique traversa son esprit, se demandant ce qu'il faisait là.
Puis Ryu demanda aux deux pourchassés ce qu'ils faisaient de ce côté de la forêt, mais avant qu'ils ne puissent répondre, Youngmin essaya de dire à Ryu avec son attitude habituelle, de se mêler de ses affaires, mais Ryu le coupa la parole en demandant s'il l'avait sonné. Le garde du corps expliqua rapidement à Ryu toute l'histoire, comment Youngmin les avait attaqués et qu'il voulait s'amuser avec Arin. En entendant cela, Ryu lança un regard noir à Youngmin et demanda si c'était vrai. Youngmin, avec son attitude insolente, répondit que vrai ou non, Ryu devrait se mêler de ses affaires. Ryu en avait assez des bêtises de Youngmin. D'une voix profonde, Ryu dit, qu'il s'agisse de ses affaires ou non, ce n'était pas à Youngmin de décider et qu'il se devait de la fermer. Là-dessus, il invoqua sa faux ensanglantée avec une aura terrifiante, choquant tout le monde. Avec une main dans sa poche et l'autre tenant sa grande faux émettant une aura rouge sanglante, Ryu parla d'une voix prononcée, précisant qu'il ne laisserait pas Youngmin s'en sortir indemne, surtout depuis qu'il savait quelles étaient les intentions de Youngmin. Arin et son garde du corps étaient sans voix, debout derrière Ryu. Youngmin, grinçant des dents, était perturbé par la présence du faucheur noir. Arin et son garde du corps exprimèrent leur gratitude à Ryu pour les avoir sauvés. Cependant, Ryu ne jouait pas le héros par bonté de cœur, il avait ses propres motivations. En se retournant, il expliqua qu'en sauvant la main droite du démon céleste, il lui serait redevable. Ryu croyait que cela pourrait l'aider à atteindre ses plans futurs. De toute façon, il avait déjà prévu de s'occuper de Youngmin, ce qui revenait à faire d'une pierre deux coups. Alors que Ryu s'approchait lentement de Youngmin, ce dernier devint effrayé. D'une voix tremblante, Youngmin hésita, puis avertit Ryu de ne pas s'approcher, menaçant de le tuer. Remarquant la peur sur le visage de Youngmin, Ryu, avec un sourire narquois, demanda en plaisantant si Youngmin ne voulait pas se battre, mentionnant qu'il avait hâte de tester ses pouvoirs. Youngmin, irrité et effrayé, se demanda qui essaierait de se battre contre le faucheur noir, celui qui avait massacré des gobelins comme des légumes et qui était classé premier dans toutes les régions. Avant que Youngmin ne puisse dire quoi que ce soit, une réalisation le frappa. Cependant, Ryu rompit le silence, suggérant que si Youngmin avait peur et ne voulait pas se battre, il y avait une chose qu'il pouvait faire. Youngmin confus, demanda quoi. Ryu, les bras croisés et un sourire en coin, répondit qu'il devait se mettre à genoux, demander pardon et aboyer comme un chien. Seulement alors, Ryu envisagerait de le laisser partir. Youngmin déconcerté, pensa que Ryu voulait l'humilier devant tout le monde. En se retournant pour regarder ses camarades, il réalisa qu'il ne pouvait pas faire cela, il ne pouvait pas mendier devant eux. Maintenant, Youngmin était vraiment en colère, voyant le sourire du faucheur noir. Bien qu'il veuille éviter de se battre contre le faucheur noir à tout prix, pour une raison bien précise, mais juste en regardant Ryu, il devenait de plus en plus furieux. Puis, il eut une idée. Se souvenant qu'il n'était plus son ancien lui, il se rappela comment il avait frappé le mur et l'avait détruit, démontrant sa force surhumaine. Youngmin pensa qu'il pouvait frapper le faucheur noir s'il essayait et ensuite il le tuerait sans pitié. Puis il commença à rire de manière arrogante, s'adressant à Ryu comme à un imbécile. Il prépara son poing pour frapper Ryu, laissant ses camarades se demander ce qui allait se passer. Maintenant, Youngmin s'approcha lentement de Ryu en s'étirant, disant que Ryu n'aurait pas dû s'en prendre à lui et que maintenant il va mourir pour arrogance. Au fond de lui, Youngmin était heureux avec un visage satisfait, pensant qu'en s'approchant lentement de Ryu, il pourra frapper son visage et ensuite faire de son visage un punching ball. Puis soudain, Ryu rangea sa faux sanguinaire, surprenant tout le monde à nouveau. Avec un regard confiant, il expliqua que puisque Youngmin combattait à main nue, il ferait de même, car les gens pourraient penser qu'il intimide les faibles. Il ajoute que le combat sera plus amusant de cette manière. En entendant cela, Youngmin devint vraiment en colère, mais Ryu en avait assez de ses bêtises et en un instant, il se précipita vers Youngmin, ce qui le surprit. Puis Youngmin prépara son poing, disant que le faucheur noir est un imbécile arrogant car il a rangé son arme et maintenant il se précipite vers lui comme un taureau de la corrida. Et à cause de cela, il va mourir. Avec une grande force, il balança son poing vers le visage de Ryu, mais Ryu l'évita facilement et en retour, il donna un coup de pied dévastateur dans le ventre de Youngmin. Youngmin fut projeté en arrière, gravement blessé. Maintenant, Youngmin souffrait énormément. Il était allongé sur le sol en tenant son ventre, gémissant et tremblant. Cependant, il ne cessa pas de maudire Ryu. À ce point, Ryu en avait assez des insultes de Youngmin. Et avant que Youngmin ne puisse faire quoi que ce soit, Ryu lui donna un coup de pied au visage, déclarant qu'il en avait plus qu'assez entendu et que son oreille allait pourrir s'il entendait plus. Mais Ryu ne s'arrêta pas là. Avant que Youngmin ne puisse se lever et penser à ce qu'il devait faire, Ryu l'attrapa par le col et commença à lui asséner des coups de poing au visage comme s'il s'agissait d'un sac de frappe. Maintenant, Youngmin souffrait tellement qu'il pensait qu'il allait mourir de douleur. Il se demanda comment ses poings pouvaient faire aussi mal, c'était comme être frappé par un marteau. À ce moment-là, Youngmin réalisa que les poings de Ryu étaient aussi forts que les siens, et en plus de cela, Ryu était incroyablement rapide. Juste à ce moment, Ryu prépara son coup de poing lourd et bam, Youngmin était fini.
Sa vision devenait floue et ses compagnons préparèrent leurs arcs et leurs armes vers Ryu, lançant une flèche vers la tête de Ryu. En voyant cela, Arin cria de panique, avertissant Ryu de l'esquiver. Cependant, étant le dieu de la mort, Ryu ne pouvait pas mourir avec cette flèche médiocre et il l'esquiva rapidement. En voyant cela, l'archer paniqua, mais avant qu'il ne puisse préparer une autre flèche, Ryu, avec sa vitesse éclair, se précipita vers l'archer. Bien que l'archer ait lancé sa flèche, elle ne toucha pas Ryu, et en un instant, Ryu se retrouva derrière lui, le choquant. Ryu exprima son admiration pour l'habileté de l'archer avec son arc. Puis, avec un coup de faux impitoyable, il arracha le bras de l'archer, qui se mit à hurler intensément. En voyant cela, le gars au poignard et le gars chauve, bien que terrifiés, commencèrent aussi à maudire Ryu et se précipitèrent vers lui avec leurs poignards. Cependant, Ryu, avec un sourire jubilatoire, utilisa sa compétence saut de la mort et un œil rouge avec un crâne apparu sur la tête du gars chauve, augmentant les dégâts de Ryu par 2. Avec sa faux, son attaque fut augmentée par 4, et d'un seul coup, il coupa les 2 jambes du gars chauve. Le gars chauve tomba au sol en agonie, hurlant et gémissant. Voyant cela, le gars au poignard était tellement effrayé qu'il sentait qu'il allait uriner dans son pantalon. Alors, Ryu se précipita vers le gars au poignard avec un visage sérieux, déclarant que puisqu'il tenait des armes pour tuer quelqu'un, il devait aussi être prêt à être tué par quelqu'un avec une arme. Encore une fois, d'un seul coup, comme s'il coupait une carotte, il coupa les mains du gars au poignard, le laissant dans une douleur inimaginable avec une expression terrifiée sur son visage. Pendant ce temps, Ryu était satisfait, voyant que l'utilisation du sceau de la mort et l'ajout des dégâts de sa faux suffisaient à pénétrer l'armure. Maintenant, l'archer, le gars chauve et le gars au poignard étaient tous étendus sur le sol, hurlant et pleurant de douleur tout en tremblant. Voyant cela, Ryu pensa que ce n'était pas suffisant pour lui. Il commença alors lentement à marcher vers eux. Ryu avait lentement fait plusieurs coupures profondes sur leur corps, les torturant lentement. À ce moment-là, la douleur était si intense qu'ils commencèrent à supplier Ryu de les tuer, car mourir était plus supportable que cette torture infernale. Mais Ryu ne s'arrêta pas là, et d'un coup de faux il sépara le sang de sa faux, leur disant d'arrêter de pleurer comme des bébés car il n'avait pas l'intention de les tuer. En voyant à quel point le trio était terrifié, le travail de Ryu était terminé. Il n'avait pas l'intention de les tuer dès le départ, il voulait juste leur montrer ce qui pourrait leur arriver s'ils s'en prenaient à lui, car il avait des plans futurs pour Youngmin et sa bande. En se tournant vers Youngmin qui se cachait derrière un arbre avec un visage enflé et un nez en sang, Ryu déclara que se cacher était inutile, pas même un dieu ne pourrait le sauver. Avec un coup rapide de sa faux, Ryu coupa le bras droit de Youngmin, faisant gicler son sang comme une fontaine. Youngmin, dans une douleur inimaginable, portait une expression horrifiée. Ryu, observant la scène froidement, rappela à Youngmin de ne pas pleurnicher, car comparé à la douleur qu'il lui avait infligée, ce n'était rien. Un autre coup de faux impitoyable trancha l'autre bras de Youngmin, mais la brutalité de Ryu ne s'arrêta pas là. Il commença à torturer Youngmin sans pitié, choquant même le garde du corps. En voyant cela, le garde du corps était tellement choqué, les yeux grands ouverts et ne sachant que faire. Il pensa que Ryu était tout simplement trop impitoyable car il ne pouvait pas croire à quel point Ryu tranchait leurs membres sans pitié, comme si ce n'était rien. Même lorsqu'ils avaient perdu toute volonté de se battre, Ryu continua à les torturer jusqu'à ce qu'ils supplient de mourir. Ensuite, Ryu continua en disant que d'autres pourraient penser qu'il est trop impitoyable, mais qu'il aimait ce type de personne. Alors que Ryu coupait la jambe de Youngmin, le garde du corps était en admiration devant la brutalité de Ryu, il était en amour. Le garde du corps était encore perdu dans ses rêveries quand la voix de Ryu le réveilla brusquement après que la session de torture brutale se fut terminée. Ryu se promena nonchalamment vers Arin et le garde du corps, leur demandant s'ils allaient bien. Ils répondirent avec un peu de panique, exprimant leur gratitude envers Ryu. Pointant nonchalamment son pouce vers Youngmin et sa bande qui étaient incapables de bouger, Ryu déclara qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter pour eux, ils étaient dans un état où ils ne pouvaient même pas crier à l'aide. Arin et son garde du corps le remercient avec gratitude, même si elle exprima son inquiétude face à la situation misérable de ses bourreaux. Ryu, avec un ton dédaigneux, lui fit comprendre que ces mecs ne valent pas mieux que des animaux. Au fond de lui, il trouvait Arin beaucoup trop douce. La vie du garde du corps était tout autre, il voulait voir disparaître ses potentiels emmerdeurs, mais ce n'était pas dans les plans de Ryu qui voulait s'en aller. Alors le garde du corps lui a demandé sa carte bancaire, pour le récompenser de les avoir aidés. Mais Ryu, en s'en allant, lui dit que ce n'est pas nécessaire. Donc il existe encore ce genre de personnes dans ce monde. De l'autre côté, tout le monde se battait pour être désigné comme le chef de la zone, jusqu'à ce qu'un gars aux cheveux verts, avec un ton sérieux, déclara qu'il ne restait que 2 heures et que se battre ne leur apporterait rien de bon. En entendant cela, les autres joueurs lui demandèrent ce qu'il devait faire et s'il avait une solution. Le gars aux cheveux verts, avec un visage narquois, dit qu'il avait effectivement un plan, choquant tout le monde. Il pensa que les gens étaient vraiment trop naïfs, tombant facilement sous l'emprise de son pouvoir. On voit tous les joueurs avec des yeux hypnotiques suivre le gars aux cheveux verts qui sourit d'un air maléfique.
Lors du premier jeu, le gars aux cheveux verts a eu une compétence unique qui s'appelle la rune de persuasion. En l'utilisant lorsqu'il parle à quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il obéisse à ses paroles. Au départ, lorsqu'il a obtenu cette capacité, il était en colère, se demandant comment il pourrait se battre avec cette compétence apparemment inutile. Cependant, pour la tester, il vit une femme lutter contre 3 gobelins. Il commença à crier que la femme était en grand danger et qu'il devait l'aider. Dès que les autres joueurs entendirent ces mots, ils se précipitèrent pour la sauver. C'est à ce moment qu'il réalisa à quel point sa compétence était mortelle. Juste en communiquant avec quelqu'un, il pouvait manipuler son esprit pour faire ce qu'il voulait. Maintenant, la tâche de devenir le chef de zone était un jeu d'enfant pour lui en utilisant cette compétence. Puis, le gars aux cheveux verts déclara qu'il devait d'abord choisir des candidats afin de restreindre les choix pour voter, et qu'il allait sélectionner 5 candidats. En entendant cela, les joueurs dirent que ce n'était pas une mauvaise idée et qu'ils n'avaient pas de meilleure idée. Le gars aux cheveux verts commença à rire intérieurement, pensant que son plan se déroulait parfaitement. La foule était plongée dans ses réflexions sur les 5 personnes à choisir, et le gars aux cheveux verts observait cela en se réjouissant, sachant qu'il serait l'un des 3 candidats. Les joueurs commencèrent à le voir comme un gars fiable, exactement comme ils l'avaient prévu. Quelqu'un dans la foule dit qu'il voulait que le gars aux cheveux verts soit l'un des 5 candidats, et d'autres suivirent en disant oui. Quand tous les joueurs se battaient, ne sachant pas quoi faire, c'était lui qui les avait guidés, donc il pourrait être un bon leader. En entendant cela, le gars aux cheveux verts fit semblant d'être surpris que quelqu'un ait dit son nom, disant qu'il n'était pas assez capable pour être un leader. Mais tous les joueurs commencèrent à le féliciter, disant qu'il avait les qualités d'un leader. Intérieurement, le gars aux cheveux verts était très content, pensant à quel point tous ces joueurs étaient faciles à manipuler. Il dit alors que si tous les joueurs le demandaient, bien qu'il ne le veuille pas, il deviendrait l'un des candidats. Les 4 autres candidats furent choisis ainsi. Ils sélectionnèrent le faucheur noir, qui était classé premier, puis un gars nommé La vie est un documentaire, classé deuxième. Ensuite, le gars aux cheveux verts dit que tous les candidats étaient choisis et qu'il allait commencer. Avec un sourire chaleureux et gentil, il dit que s'il devenait le chef de zone, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, La vie est un documentaire intervint, disant que tout cela était des conneries. En se retournant, le gars aux cheveux verts vit un gars musclé avec un tatouage sur le cou, se nettoyant l'oreille avec son petit doigt. Son nom était La vie est un documentaire, le 2e classé dans la zone. Avec un visage en colère, il dit qu'il ne pouvait plus écouter ces conneries. En entendant cela, le gars aux cheveux verts, avec un visage sérieux, commença à dire que son langage était trop dur et que des gens comme lui ne feraient pas de bons leaders. Mais La vie est un documentaire se mit en colère, disant qu'il n'était pas là pour écouter des leçons, surtout pas d'un faible pathétique comme lui qui semblait encore boire le lait de sa maman. En entendant cela, le gars aux cheveux verts fut un peu en colère mais aussi choqué, pensant que sa compétence ne fonctionnait pas sur lui et que cela signifiait que son niveau était plus élevé que le sien. La vie est un documentaire commença à menacer les joueurs, disant que s'ils ne votaient pas pour lui, il les tuerait tous. En entendant cela, le gars aux cheveux verts commença à rire et à le sermonner, demandant s'il pensait vraiment que les gens allaient l'écouter s'il les menaçait et le choisirait comme leader. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, La vie est un documentaire bouillant de colère, trancha soudainement le cou du gars aux cheveux verts, et du sang éclaboussa partout. Au début, le gars aux cheveux verts ne réalisa pas ce qui s'était passé, mais en tenant son cou dans une douleur immense, il essaya de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Et comme ça, le gars aux cheveux verts mourut. Maintenant, La vie est un documentaire, avec du sang sur son dos et ses vêtements, et une expression sérieuse dit qu'il ne supporte pas qu'on lui fasse la leçon. Il les menace de mort en leur demandant de voter tous pour lui, sinon ils allaient retrouver ce fils de faible. Voyant cela, tous les joueurs commencèrent à crier et à paniquer, disant qu'il avait tué le gars aux cheveux verts et qu'il était un psychopathe. En entendant cela, La vie est un documentaire pointa sa dague ensanglantée vers les joueurs et avec un regard mortel, dit « Et alors ? Si quelqu'un a un problème, qu'il s'avance. Je vais bien m'occuper de lui. » Les gens manipulés par le gars aux cheveux verts, encore un peu hypnotique, commencèrent à dire que La vie est un documentaire était un psychopathe et qu'ils ne voteraient jamais pour lui maintenant. En entendant cela, il afficha un sourire maléfique. En un éclair, il se précipita vers eux et commença à les massacrer. Après un moment, son visage et ses vêtements étaient couverts de sang, et il était très heureux et excité, tuant des gens sans se soucier des cadavres. L'idée de pouvoir tuer autant de gens sans que personne ne l'arrête ou ne l'emprisonne l'excitait encore plus. Puis il commença à rire avec un large sourire et un regard assoiffé de sang, pensant qu'avec ça, tout le monde voterait pour lui. Une fois devenu le chef de la zone, la première chose qu'il ferait serait de tuer cet arrogant de faucheur noir. Pendant ce temps, Ryu se détendait et tuait des gobelins, montant de niveau jusqu'au niveau 16. Il était un peu déçu car même après avoir tué 200 monstres, il n'avait pas monté de niveau. Comme le niveau des monstres n'était pas supérieur à 10, l'expérience était trop faible pour monter davantage. Mais ensuite, les 3 heures passèrent et une lumière jaune enveloppa tout le corps de Ryu.
Dans la scène suivante, on voit tout le monde être lentement transporté à un endroit différent. Certains joueurs étaient morts, d'autres étaient effrayés, et certains étaient grièvement blessés. Voyant cette scène horrible, le garde du corps et Harin étaient choqués et sans voix, se demandant ce qui s'était passé ici et pourquoi il y avait tant de morts et de blessés. Pendant ce temps, Ryu, observant cela de derrière, pensa que comme toujours, La vie est un documentaire avait pris le rôle de leader en tuant et en menaçant les gens. Voyant La vie est un documentaire, Ryu admit que c'était un combattant né et très fort, mais que sa personnalité était celle d'un psychopathe. En voyant son visage ensanglanté, il se dit que ce serait une bonne idée de se débarrasser d'une bombe à retardement comme lui, mais se dit que ce n'était pas le bon moment pour le faire. La vie est un documentaire, appela le faucheur noir avec arrogance, disant qu'il l'attendait. Ryu demanda ce qu'il voulait, et La vie est un documentaire dit avec un sourire arrogant qu'il voulait que Ryu devienne son subordonné et travaille pour lui. En entendant cela, Ryu afficha une expression neutre et demanda pourquoi il devrait travailler sous ses ordres. La vie est un documentaire, faisant tourner sa dague avec confiance, répondit que si Ryu ne travaillait pas pour lui, il le tuerait. En entendant cela, Ryu laissa échapper un petit rire, surprenant La vie est un documentaire, puis avec un visage sérieux, il dit « Donc tu veux te battre avec moi ?» Ryu ria un peu et dit que maintenant qu'il était de bonne humeur, si La vie est un documentaire se mettait à genoux et implorait sa clémence, Ryu pourrait passer l'éponge sur tout ce qu'il avait dit. La vie est un documentaire, confus, dit qu'il était celui qui allait tuer Ryu, alors pourquoi devrait-il implorer sa clémence? Il commença à menacer à nouveau Ryu, mais Ryu en eut assez, l'interrompant en demandant si La vie est un documentaire ne comprenait pas le coréen. Avec une aura rouge terrifiante, Ryu invoqua sa faux noire et dit qu'il pensait qu'une fois qu'il lui aurait coupé un ou deux membres, il comprendrait ce qu'il disait. Voyant Ryu et son aura terrifiante, La vie est un documentaire eut peur et paniqua, réalisant qu'il s'était trompé de cible. Ryu lui demanda d'un ton taquin pourquoi il ne répondait pas ou s'il avait oublié comment parler. En entendant cela, La vie est un documentaire, serra les dents et se présenta comme le chef de gang de Jungsik. En criant, il dit qu'il n'avait pas peur à cause d'un jouet que Ryu tenait et qu'il était prêt à se battre. Ryu, avec un petit sourire, expliqua qu'il était courageux, c'était sûr, mais qu'il ne pouvait pas le tuer ici. Il voulait que La vie est un documentaire devienne le chef de zone parce qu'il prévoyait de l'utiliser lors de la troisième manche. Alors que La vie est un documentaire était prêt à attaquer, un bruit scintillant se fit entendre et un ange apparut du ciel. Ryu dit que La vie est un documentaire avait de la chance. Il se retourna et lui conseilla de choisir ses adversaires avec soin la prochaine fois, s'il voulait vivre plus longtemps. Sur ce, il rangea sa faux et laissa La vie est un documentaire insulter derrière lui. Se sentant un peu soulagé, La vie est un documentaire expliqua que la pression de Ryu était trop énorme. Il avait l'impression qu'il pouvait juste mourir de peur. Puis, en grinçant des dents de colère, il jura qu'une fois devenu chef de zone, il tuerait Ryu sans pitié, en le torturant lentement. Maintenant, l'ange remarqua que les humains s'étaient entretués et étaient morts, mais dit que cela ne la concernait pas. D'un geste de son doigt, elle lança la quête de vote. Le minuteur commença à 5 minutes et ils pouvaient voter pour qui ils voulaient en regardant la personne pendant un moment, puis en disant le mot « vote » dans leur esprit. Ceux qui ne voteraient pas dans les 5 minutes mourraient. Dès que le minuteur commença, La vie est un documentaire se tint fièrement, pensant à ce qu'il ferait une fois devenu le chef de zone. La fierté de La vie est un documentaire fut blessée lorsqu'il remarqua une fille qui ne le regardait pas, il la menaça en disant qu'il la tuerait si elle votait pour quelqu'un d'autre. Elle rétorqua qu'elle avait déjà voté pour lui et qu'elle ne voulait pas regarder un assassin avec du sang sur le visage. Fidèle à lui-même, La vie est un documentaire cria que tous ceux qui ne le regardaient pas mouraient. Lorsque les 5 minutes furent écoulées, l'ange avec un sourire bienveillant, annonça qu'il était temps de révéler les résultats. Un grand écran apparut avec les noms, et bien que La vie est un documentaire soit classé premier, il n'avait pas obtenu une majorité écrasante. Ryu avait obtenu un impressionnant total de 2077 voix. Furieux, La vie est un documentaire commença à chercher ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Cependant, l'ange annonça que La vie est un documentaire était classé numéro 1, faisant de lui le chef de zone. Avec une tape, l'ange remit le prix à La vie est un documentaire, qui sourit en pensant qu'il ferait regretter à Ryu son arrogance. Mais avant qu'il ne puisse s'en réjouir, quelque chose attira son attention. En consultant sa fenêtre de compétences, il remarqua qu'il ne pouvait commander que 10 personnes au total, et que c'était une compétence à usage unique. Après avoir utilisé cette compétence sur 10 personnes pour suivre ses ordres, il ne pourrait plus l'utiliser et elle ne fonctionnerait pas sur les joueurs ayant des classes. Cette révélation le laissa dévasté. L'ange, avec un sourire espiègle, continua en disant que la manche n'était pas encore terminée. Il y avait une quête cachée. En entendant cela, tout le monde commença à paniquer. Ensuite, une fenêtre de quête apparut expliquant qu'il pouvait obtenir une classe après avoir acquis un objet lié à la classe, laissant tout le monde confus quant à ce que cela signifiait. L'ange expliqua alors qu'il aurait accompli cette quête s'ils avaient atteint le niveau 10 avant le début du vote.
En entendant cela, un homme se grattant la tête demanda comment il pouvait tuer des monstres quand il n'y en avait pas autour. L'expression faciale de l'ange devint un peu intense et en colère lorsqu'elle dit qu'il y avait des monstres partout. C'était juste qu'il était trop paresseux et effrayé pour les trouver. L'ange continua en révélant qu'un total de 80 000 personnes dans le monde entier avaient acquis une classe lors de la deuxième manche avant le vote. Elle mentionna également que quelqu'un de leur zone avait accompli cet exploit. Tout le monde fut choqué et demanda qui c'était. D'un geste de la main, l'ange afficha une grande fenêtre système avec toutes les informations. Ryu était classé premier dans le monde entier et était le premier à avoir acquis une classe, suivi par Démon Divin. Alors que tout le monde regardait avec étonnement, non seulement Ryu avait obtenu une classe, mais il était le premier au monde à le faire. De plus, sa classe s'appelait le Faucheur, le dieu de la mort. Alors que des murmures circulaient sur Ryu, il se tenait calmement avec les mains dans les poches, simplement en train de se détendre. En voyant les mots le Faucheur noir, le dieu de la mort, tout le monde fut choqué et commença à discuter de ce que cela pourrait signifier. Certains commentèrent que rien que le nom semblait incroyablement puissant et se demandèrent si c'était pour cela que Ryu maniait cet énorme faux. Au milieu des commérages, La vie est un documentaire était de plus en plus agacé car son plan était d'utiliser sa compétence de chef pour contrôler Ryu et le battre en bouillie, mais qui aurait pu savoir que Ryu avait obtenu une classe? L'ange expliqua que ce classement était basé sur ceux qui avaient changé leur classe en premier. Lorsque l'ange vit la fenêtre du système et remarqua que Ryu n'était pas seulement le premier dans sa zone à changer de classe, mais aussi le premier dans le monde entier, elle le félicita. Ryu avait obtenu sa classe en seulement 39 minutes et 42 secondes, ce qui était remarquable. L'ange mentionna que la classe de Faucheur était une classe cachée et qu'une seule personne dans le monde entier pouvait l'obtenir. Après cela, la classe disparaîtrait. Fait intéressant, le nom de Ryu, le Faucheur noir, correspondait parfaitement à sa classe. Avec un sourire malicieux, l'ange demanda si Ryu pouvait voir l'avenir ou quelque chose comme ça, impliquant que son nom correspondait trop parfaitement à sa classe. Ryu, toujours aussi cool et posé avec un visage neutre, expliqua qu'il ne savait rien à ce sujet et que l'obtention de la classe de Faucheur était purement accidentelle. Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, les autres joueurs remarquèrent que l'ange ne parlait pas rudement à Ryu, contrairement à son comportement habituel. Ryu sourit intérieurement, réalisant que cet ange ignorait le processus par lequel il avait obtenu la classe de Faucheur. Elle savait seulement qu'il était un faucheur, mais pas que cette classe était l'ennemi naturel des anges. Maintenant, en entendant la réponse de Ryu, l'ange plaça lentement sa main sur ses lèvres, montrant de l'intérêt. Son expression prit un aspect quelque peu espiègle alors qu'elle ne pouvait pas croire que quelqu'un de sa zone avait acquis une classe. Cela signifiait que Ryu serait le seul à ne pas être affecté par la compétence du chef de zone. Tous les joueurs étaient un peu confus et commencèrent à demander ce qu'elle voulait dire. L'ange décida d'expliquer tout cela avec un sourire chaleureux. Elle clarifia que l'autorité du leader de zone ne fonctionnerait pas sur les personnes ayant obtenu une classe. Cela signifiait que La vie est un documentaire ne pourrait pas commander Ryu. Elle ajouta également qu'elle avait oublié de mentionner l'information la plus importante. Le leader de zone ne pouvait utiliser sa compétence que sur 10 personnes, et c'était une compétence à usage unique, pas une compétence illimitée. Après avoir entendu cette information, un silence glaçant tomba parmi les joueurs. Pendant ce temps, La vie est un documentaire était très ennuyé et maudit l'ange, se demandant pourquoi elle avait révélé cela à tout le monde. Il marmonna même, « Est-ce qu'elle est une emmerdeuse ?» L'ange répondit en disant que le joueur le plus rapide à recevoir une classe devait recevoir une récompense méritée. D'un geste de son doigt, elle accorda 2 récompenses à Ryu, un coupon de sélection d'armure de Baran et un coffre mystérieux. Ryu ne perdit pas de temps et ouvrit immédiatement la sélection d'armures devant lui. 3 différentes armures apparurent. Une armure de plaque, une autre armure et un manteau de mage. Sans hésitation, Ryu sélectionna l'armure en cuir, car elle offrirait une certaine durabilité sans entraver son agilité. Ensuite, il ouvrit le coffre mystérieux, révélant 3 options. Un boost d'expérience triple pour le round 3, 3000 pièces d'or et des informations liées à la 3e manche. Ryu réfléchit à ses choix, considérant que dans la 3e manche, les monstres régneraient du ciel. Il décida donc que le boost d'expérience de 3 fois serait le meilleur choix pour l'aider à monter de niveau. L'ange annonça que la manche était terminée et qu'il se retrouverait pour la 3e manche le mois prochain. Alors que tout le monde commençait à disparaître lentement dans une lumière jaune brillant, le ton de l'ange devint sinistre alors qu'elle exprimait son impatience pour la prochaine manche. Ainsi, la manche prit fin et le système notifia qu'un total de 873 500 205 personnes avaient survécu à cette manche. Dans le moment suivant, nous voyons un jeune homme paniqué, se réveillant avec une respiration lourde et trempée de sueur. Il vérifia d'abord sa main tremblante, qui semblait être en bon état. Puis il vérifia ses autres mains et ses jambes, confirmant qu'elles étaient toutes intactes. Cela le soulagea, réalisant que tant qu'il ne mourrait pas dans ce monde, aucun mal ne serait causé à son vrai corps.
Avec une expression sérieuse, il jura qu'à l'avenir, même si Dieu lui demandait d'agir grossièrement devant le faucheur noir, il ne se comporterait plus ainsi. Il ne voulait plus jamais revivre la douleur et la peur qu'il avait ressentie aujourd'hui. De retour sur Terre, le garde du corps essayait de réconforter Arin, qui est assise sur son canapé en tenant une tasse de café. Elle est de nouveau terrifiée par ce qui s'est passé, mais mentionne que cette fois-ci, elle n'a rien fait. C'était grâce au garde du corps et à Ryu qu'elle était en sécurité. Malgré sa peur, elle sourit et exprime sa profonde gratitude au garde du corps, le remerciant du fond du cœur. Le garde du corps, un peu hésitant et timide, répond qu'il ne fait que son devoir qui est de la protéger, donc ce n'est pas un gros problème. L'expression d'Arin devient un peu triste. Elle voulait vraiment exprimer sa gratitude au faucheur noir du fond de son cœur et demanda s'il y avait un moyen de le faire. Le garde du corps explique que comme ils ne connaissent pas le vrai nom de faucheur noir ni à quoi il ressemble, il n'y a aucun moyen de le trouver. Il ajoute qu'il pense que faucheur noir ne veut pas que son identité réelle soit révélée, car il a même refusé de partager son numéro de compte bancaire, ce qui aurait pu conduire à découvrir sa véritable identité. En entendant cela, Arin devient vraiment triste, réalisant qu'il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire, même si elle veut désespérément le rencontrer. Le garde du corps suggère une idée. Si Arin veut vraiment montrer sa gratitude au faucheur noir, elle pourrait envisager de lui offrir un cadeau significatif lorsqu'ils se rencontreront lors de la 3e manche. Arin convient que cela semble être un bon plan et promet de penser à quelque chose que faucheur noir aimera sûrement. Le garde du corps conseille à Arin de manger, de se reposer et de se détendre, lui assurant qu'il la verra le lendemain matin. Sur ce, il quitte son appartement. Alors qu'il s'apprête à entrer dans l'ascenseur, son téléphone sonne et à sa surprise, c'est nul autre que le démon divin en ligne. Le garde du corps félicite le démon divin pour avoir obtenu la classe de chevalier noir. Le démon divin minimise cela et demande comment se porte le garde du corps et Arin. Le garde du corps, un peu hésitant, explique qu'en raison d'un incident malheureux, lui et Arin n'ont réussi à atteindre que le niveau 8. Heureusement, personne n'a subi de blessures graves. En entendant cela, le ton du démon divin devient plus sérieux. Le garde du corps, en se dirigeant vers sa voiture, mentionne qu'il est en route pour rencontrer le démon divin et qu'il fournirait un rapport détaillé en personne car c'est une longue histoire. D'une voix profonde, le démon divin demande si cela est lié au faucheur noir, ce à quoi le garde du corps répond affirmativement. Le démon divin instruit le garde du corps de venir à son hôtel, exprimant un fort désir d'entendre chaque détail lié au faucheur noir. Alors que le garde du corps entre dans sa voiture, quelqu'un l'observe de loin, et ce quelqu'un n'est nul autre que Ryu. En remontant le temps de 10 minutes, nous retrouvons Ryu se réveillant du donjon avec Ken profondément endormi à côté de lui. Ryu ne perd pas de temps et active immédiatement sa compétence de pistage, anticipant que la première chose que ferait le garde du corps serait de rapporter tout au démon divin. Ryu se prépare à suivre la piste du garde du corps, profitant du sommeil profond de Wani. De retour au présent, Ryu arbore un sourire satisfait sachant que son intuition était correcte car le garde du corps se dirigeait effectivement directement vers le démon divin. Sous la pleine lune, le démon divin se tient sur son balcon, regardant la ville en contrebas, il profite de ce moment paisible et remarque que des nuits comme celle-ci sont parfaites pour travailler. Avec cette pensée, il se détourne, sachant qu'il recevra bientôt un rapport sur le faucheur noir avant de se mettre au travail. Après un moment, il s'assoit sur son canapé, attendant l'arrivée du garde du corps. Il ne peut s'empêcher de se demander à propos de cette figure mystérieuse, le faucheur noir, qui détient le classement numéro 1 dans le monde entier. Des pensées anxieuses occupent son esprit et il commence à taper des doigts sur la table, anxieux des actions de faucheur noir sur le garde du corps et Arin. Au milieu de son anxiété, il lève lentement la main et déclare que si le faucheur noir osait faire du mal à ces gens, il ne le laisserait pas impuni, et cela quel que soit son classement mondial. À ce moment-là, nous avons enfin un aperçu du visage du démon divin. Il est assis avec une expression très sérieuse, il est sérieux et ne prendra aucune menace à la légère, même de la part du joueur le mieux classé au monde. Puis, alors qu'il pensait à ce qu'il ferait pour ruiner le faucheur noir, au même moment, le garde du corps arriva enfin chez lui et commença à frapper à sa porte. Ils se saluèrent et ensuite le garde du corps, avec un sourire félicita le démon céleste pour avoir obtenu une classe unique ainsi que pour avoir survécu à la manche. Le démon divin s'assit sur son canapé, et en buvant son vin, il dit que la deuxième manche était facile comme un jeu d'enfant. Il avait obtenu une classe unique par chance et n'avait rien de spécial. Le garde du corps répondit que la chance est aussi une compétence. De plus, obtenir la deuxième place dans toute la Corée n'est pas quelque chose que la chance seule peut accomplir, et c'est un honneur de travailler avec quelqu'un comme le démon divin. Pendant que le démon divin écoutait toutes ces éloges, avec un petit sourire en regardant fixement le garde du corps, il posa son vin sur la table et dit que le garde du corps devait sans doute vouloir quelque chose de lui. Le garde du corps resta silencieux. Ensuite, avec un sourire doux, le démon divin lui demanda de ne pas avoir peur et de poser sa question, il ne va pas le manger ou autre chose.
Le garde du corps demanda avec retenue si le démon divin pouvait expliquer comment ou d'où il avait obtenu sa classe. Le démon divin, avec un sourire et un geste de la main, dit que ce n'était rien de spécial, il tuait juste des monstres et soudainement le système l'a notifié qu'il avait obtenu une classe, c'est tout. Prenons un moment pour observer de plus près le démon divin, souriant malicieusement, il a un petit secret dans sa manche. Vois-tu, ce n'est pas parce qu'il a combattu des monstres qu'il s'est retrouvé avec une nouvelle classe, c'est une fausse piste. Il était simplement chanceux quand l'ange distribuait les compétences uniques à tout le monde. Il n'a pas obtenu une simple compétence, non. La compétence qu'il a reçue lui permettait d'avoir une classe unique. Tout ce qu'il avait à faire était d'atteindre le niveau 10 et il deviendrait automatiquement un chevalier noir. Donc, quand il se vantait de sa classe, il ne mentait pas. La chance était de son côté. Mais pour se protéger, il ne peut pas divulguer cette information cruciale à n'importe qui, même pas à son camarade le plus proche, car les gens peuvent changer d'avis à la moindre occasion, et il ne fait confiance à personne d'autre que lui-même. Maintenant, notre démon divin se met au travail, son ton aussi sérieux qu'une crise cardiaque, il est impatient d'entendre comment ils ont été blessés pendant la deuxième manche. Ses yeux deviennent glaciales lorsqu'il demande si c'est ce type nommé le faucheur noir qui les a attaqués. Le garde du corps, rapide sur ses pieds, le rassure que ce n'était pas lui qui avait causé les dommages. En effet, il était leur sauveur dans ce chaos. Le démon céleste lève un sourcil, surpris. De ce fait, le démon divin veut tout savoir, chaque dernier détail, alors le garde du corps révèle tout, racontant toute l'histoire de ce qui s'est passé. Puis, il lâche une bombe de préoccupation. Il s'inquiète qu'Arin ait pu subir un choc mental à cause de tout cela. Le démon céleste s'assit là, plongé dans ses pensées. Ses doigts étaient tous tordus, montrant à quel point il était proche de perdre son subordonné de confiance et presque de perdre Arin. C'était une situation vraiment sérieuse. Il prit son verre de vin de la table, en but une gorgée, puis demanda quel était le sort des gars qui avaient tenté de tuer son garde du corps. Il se demandait si le faucheur noir leur avait infligé une fin douloureuse. Le garde du corps révéla tout, disant que le faucheur noir leur avait vraiment donné une raclée, les avait torturés jusqu'à ce qu'ils supplient pour mourir, mais il n'était pas allé jusqu'à les tuer. La raison ? Eh bien, il pensait qu'il n'y avait pas de raison de les tuer. Il a également mentionné que moins il y avait de personnes, moins il y avait de place pour que les autres puissent passer. En entendant cela, le démon divin acquiesça, pensant que le faucheur noir n'était pas complètement fou, mais il avait une question en tête. Que se passerait-il si ces gars revenaient pour se venger plus tard ? Le garde du corps raconta tout le scénario de torture et le démon divin, en sirotant son vin, réfléchit profondément. Il semblait que le faucheur noir n'était pas exactement un bon samaritain, il avait probablement ses propres motifs pour aider son subordonné, et le démon divin n'aimait pas avoir des dettes envers qui que ce soit, alors il décida qu'il devait rencontrer ce faucheur noir. Bientôt, il se leva de son siège pensant que lorsqu'il rencontrerait le faucheur noir, il devrait le remercier du fond du cœur. Il précisa qu'il voulait garder un œil sur le faucheur noir et que si ce type avait besoin de quelque chose ou demandait quoi que ce soit au garde du corps, il devait le signaler sur le champ. Être endetté n'était pas son truc et il voulait rester au courant de l'évolution des choses. Pendant qu'il partait, le démon divin s'arrêta soudainement, il se retourna et avec des yeux froids comme un serpent venimeux, s'adressa à ceux qui avaient tenté de harceler Arin, les traitant de fils de brute, il demanda leur nom d'utilisateur. Ryu était debout à l'extérieur du bâtiment du démon divin, il était prêt à quitter l'endroit car son travail était terminé. Maintenant, il savait où vivait le démon divin, et ses plans se dérouleraient sans accroc. Le démon divin était un joueur très puissant étant donné sa classe de chevalier noir, qui était terrifiante. Pour utiliser les compétences d'un chevalier noir, l'utilisateur devait collecter une certaine aura appelée aura sombre, obtenue uniquement en tuant des adversaires et en absorbant leur essence vitale. Cette classe convenait à quelqu'un comme le démon divin, qui avait un penchant pour tuer, mais il ciblait seulement ceux qu'il considérait comme mauvais. Ryu réfléchit avec un visage doux, se demandant si avoir quelqu'un comme lui dans son équipe serait trop dangereux. Il décida qu'il gérerait cela quand le moment serait venu. Pour l'instant, il devait aller quelque part d'important, il appela un taxi et commença à penser à recruter. En journée, dans le magasin où Ryu avait acheté les billets de loterie, le propriétaire se tenait la tête, clairement bouleversé et frustré. Il exprimait son désespoir, ne sachant pas quoi faire. À ce moment, quelqu'un entra dans le magasin. C'était Juri, la fille du propriétaire du magasin. Voyant son père en détresse, Juri s'approcha de lui et demanda ce qui n'allait pas. Son père hésita au début, disant que ce n'était rien, mais Juri insista dans son questionnement. Finalement, il admit que le gouvernement avait interdit les billets de loterie. Ce tournant soudain des événements l'avait laissé dans une situation difficile. Il expliqua qu'un joueur avait récemment gagné plusieurs billets de loterie, chacun valant des millions de dollars, et le gouvernement soupçonnait que cela était dû à une compétence de joueur ou à un problème connexe. En conséquence, ils avaient interdit les loteries dans toute la Corée, et comme leur magasin dépendait principalement de la vente de billets de loterie, ils avaient maintenant du mal avec très peu de clients.
Juri, avec un sourire chaleureux, assura à son père de ne pas s'inquiéter. Elle mentionna qu'elle serait bientôt diplômée et qu'elle trouverait un travail à temps partiel pour les aider financièrement. Cependant, son père insista pour que son objectif principal soit ses études. Comme son rêve était de devenir médecin, il s'occuperait des problèmes financiers. Avec une expression légèrement neutre, Juri révéla qu'elle avait abandonné son rêve de devenir médecin en raison de la situation actuelle dans le monde. Son père réalisa soudainement le poids de ses soucis et de ses angoisses, exprimant son inquiétude sur ce qui pourrait arriver lors de la prochaine manche, et l'idée que quelque chose arrive à Juri était trop pour lui à supporter. Il avoua que malgré son désir d'être normal, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter, et si les choses continuaient ainsi, il avait l'impression qu'il pourrait devenir fou. Voyant son père dans un tel état, Juri le rassura, tenant sa main et lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle expliqua que maintenant qu'elle avait une classe, elle ne mourrait pas facilement dans un autre monde. Son père, toujours perplexe, demanda ce qu'elle voulait dire par avoir une classe. En réponse, Juri utilisa sa compétence, elle plaça sa main près de celle de son père et une lueur verte brillant émana de sa main, entrant dans le corps de son père. La démonstration soudaine de son pouvoir laissa son père choqué et perplexe. Avec un sourire éclatant, Juri leva sa main, qui émettait une lumière verte radieuse. Elle expliqua à son père qu'il devait se sentir un peu mieux maintenant grâce à sa compétence unique qu'elle avait acquise de l'autre monde. Son père se sentit en effet beaucoup mieux qu'auparavant et loua Juri pour ses capacités. Il la remercia et elle lui assura qu'il pouvait lui faire savoir quand il se sentirait déprimé et qu'elle utiliserait sa compétence pour soulager ses inquiétudes. Avec beaucoup d'enthousiasme, Juri encouragea son père à se remonter le moral, et il rigola, convenant que quoi qu'il arrive à l'avenir, il ne devrait pas s'en inquiéter maintenant, ils y feraient face ensemble le moment venu. Juste à ce moment, la sonnette retentit signalant l'arrivée d'un client. Le père de Juri se tourna pour accueillir le client, mais fut immédiatement choqué de voir que c'était nul autre que Ryu, la personne responsable de l'interdiction des billets de loterie par le gouvernement. Juri murmura à son père en lui demandant qui il était. Son père, paniqué, répondit strictement qu'il était la personne qui avait gagné 115 tickets de loterie toutes en première place. Ryu s'approcha lentement du propriétaire du magasin et lui demanda s'il se souvenait de lui, mentionnant qu'il avait acheté de nombreux billets de loterie ici il y a un mois. Le père de Juri hésita mais admit qu'il se souvenait. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Ryu s'inclina, surprenant le père de Juri. Ryu s'excusa, déclarant que c'était à cause de lui que le propriétaire du magasin avait des problèmes. Il avait vu aux nouvelles qu'après avoir gagné à la loterie, le gouvernement l'avait interdite, et comme les principaux revenus du magasin provenaient de la vente de billets de loterie, le propriétaire du magasin faisait face à des difficultés. Ryu exprima sincèrement ses regrets. En voyant et en entendant Ryu, Juri le fixait, se sentant quelque peu tendue et nerveuse pour une raison bien précise. Son père fit un geste de la main, disant que ce n'était pas sa faute et que c'était ok. Il ne mourrait pas de faim parce qu'il ne pouvait plus vendre de billets de loterie. Cependant, Ryu insista que ce n'était pas ok, il croyait que puisque c'était lui qui avait causé ce problème, il se devait de le résoudre. Ryu tendit au père de Juri une enveloppe blanche et expliqua que c'était une compensation. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 10 000 €. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ryu partit, les laissant perplexes, tenant l'enveloppe. Le père de Juri profondément dans ses pensées, et Juri décidèrent de rendre l'argent. Juri courut rapidement pour rattraper Ryu. Puis nous voyons Juri finalement rattraper Ryu, criant son nom par derrière. En l'entendant, Ryu s'arrêta, et lorsqu'elle s'approcha, elle portait une expression curieuse et demanda s'il était Ryu. En retour, Ryu demanda si elle le connaissait, et elle répondit avec hésitation qu'ils étaient dans la même classe à l'université. Cependant, Ryu ne la reconnaissait toujours pas, ce qui la laissa un peu surprise. Elle demanda s'il ne l'avait vraiment jamais vue en classe. Ryu répondit avec un sourire chaleureux et expliqua qu'il était un célibataire, un casanier, et pas très doué pour socialiser avec les gens. Puis, en son fort intérieur, il admit qu'il la connaissait parce qu'elle était celle qu'il recherchait pour son équipe. Elle possédait des compétences de bœuf et un soutien incroyable, et il l'avait rencontrée lors de la 27e vie dans la 7e manche, où il lui avait sauvé la vie. Là, il avait découvert qu'elle était sa camarade de classe, donc ce n'était pas entièrement un mensonge quand il lui avait dit qu'il ne la reconnaissait pas. Juri demanda gentiment à Ryu s'il pouvait aller dans un parc pour discuter. Ryu, avec un sourire chaleureux, acquiesça et accepta. Quelques minutes plus tard, les deux étaient assis sur un banc dans le parc. Ils ressemblaient quelque peu à un couple en rendez-vous. Juri tendit l'enveloppe d'argent à Ryu, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas accepter une somme d'argent aussi importante. Ryu, sachant que c'était précisément pour cette raison qu'il avait donné l'argent, refusa de le reprendre, ce qui surprit Juri. Elle insista fortement pour qu'il prenne au moins une partie de l'argent, en lui disant que sa main commençait à lui faire mal à le tenir si longtemps. Ryu refusa fermement, expliquant qu'il avait donné l'argent au propriétaire du magasin parce qu'il se sentait coupable d'être la raison de la perte de revenus du magasin. Par conséquent, il ne pouvait pas le reprendre.
En entendant cela, Juri commença à paniquer, disant que le montant était trop élevé et qu'il ne saurait pas comment rembourser cette gentillesse, ce qui était exactement ce que Ryu voulait. Juri eut alors une idée et suggéra de prendre 1000 € et de rendre les 9000 € restants. Ryu questionna pourquoi elle décidait à la place du propriétaire du magasin, et elle répondit en révélant que le propriétaire du magasin était son père, donc elle avait l'autorité pour prendre une telle décision. Puis, un peu triste, Juri mentionna qu'elle ne pouvait toujours pas croire que Ryu ne l'avait jamais vue en classe, alors qu'elle l'avait immédiatement reconnu quand elle l'avait vue dans le magasin. Puis elle exprima une petite colère et elle fit la moue, ce qui poussa Ryu à s'excuser intérieurement. Soudain, Juri, enthousiaste, s'approcha de Ryu et le pressa de la regarder attentivement et de se souvenir de son visage et de son nom, Juri. Ryu répondit avec un sourire chaleureux, lui assurant qu'il se souviendrait d'elle. Réalisant qu'elle était très proche de Ryu, Juri rougit légèrement, mais son humeur changea encore et elle devint un peu triste et déprimée, trouvant gênant de se présenter à son camarade de classe à la fin de leur étude. Ryu, toujours souriant, la réconforta chaleureusement, disant que c'était ok car maintenant, ils se connaissaient. Il suggéra que même après la remise des diplômés, ils pourraient se revoir. Puis il demanda si elle accepterait de lui donner son numéro. Juri rougit un peu et hésita un moment, mais finit par lui donner son numéro. Ryu mentionna que les amis avaient généralement le numéro de l'autre, et avec cela réglé, il dit qu'il devait partir et s'en alla. Juri remarqua qu'elle n'avait finalement pas réussi à rendre l'argent, mais ce n'était pas le principal souci maintenant. Son cœur battait à vive allure, et elle se sentait submergée. Elle commença à se sentir timide et rougir, avouant qu'elle aimait Ryu. Elle expliqua qu'elle avait vu Ryu se faire brutalement harceler en première année de lycée, et depuis, chaque fois qu'elle le voyait se faire harceler, elle appelait la police pour obtenir de l'aide, par pitié pour lui. Au fil du temps, elle avait commencé à suivre Ryu régulièrement et avait développé des sentiments pour lui. Cependant, elle n'avait jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments. Maintenant qu'elle l'avait rencontré à nouveau et que Ryu l'avait aidée, elle décida d'être plus ouverte sur son affection. Avec la tête légèrement inclinée et en tenant ses cheveux, Juri se demanda si elle pouvait inviter Ryu à manger. 내 모든 노래 널 향해 가고 있으니까